tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mon opération, de mon expérience au niveau du poids, tout ce qui a pu m'amener à en arriver là et voilà. Donc par quoi commencer? J'ai vu ma première nutritionniste à l'âge de 4 ans, donc on va dire que c'était tôt, hein. J'avais déjà des problèmes de poids. À ma visite médicale c'était quoi, en moyenne section à l'école, l'infirmière elle avait écrit sur mon carnet de santé grosse cuisse à surveiller, comme si un enfant de 4 ans avait besoin de ça. Mais bon, du coup, voilà, première nutritionniste, j'avais 4 ans. Euh, j'ai je m'en rappelle pas, hein, sincèrement, donc je devais écrire tous mes repas, etc. Toutes les années qui ont suivi, c'était pareil, nutritionniste, nutritionniste. À côté de ça, je faisais quand même beaucoup de sport, je faisais de la natation. J'en ai fait de mes 4 ans et demi à mes 18 ans, donc voilà. Donc toute ma primaire, c'était suivi par une nutritionniste, etc. Et puis arrivé au collège, j'étais toujours ronde et pourtant je suis rentrée en sport-études. Donc je nageais jusqu'à 15 heures par semaine entre les entraînements le midi, le soir. Et en plus de ces 15 heures, j'avais les compètes très souvent les week-ends. Mais ça n'empêchait rien que j'étais quand même toujours dans les plus rondes, voire grosses. J'avais toujours ces problèmes de poids qui me suivaient malgré les rééquilibrages alimentaires, tout ce que vous voulez. Du coup, quand j'avais 14 ans, je dirais, ouais, 14-15 ans, j'ai été admise dans un hôpital de jour où à l'époque j'ai été suivie. Donc en fait, au début c'était une après-midi par semaine pendant 4 séances, ensuite une après-midi toutes les 2 semaines pendant 4 séances, toutes les 3 semaines, etc. jusqu'à 4 fois par trimestre. Donc ça a duré quand même assez longtemps, je crois, à peu près 2 ans. Et puis là, quand j'avais commencé ce programme, j'étais à 76 kilos pour... à l'époque, je devais faire 1 mètre... actuellement, je fais 1m67, je devais être à peu près à 1m62, je pense, par là. Donc je fais... Non, peut-être un peu... Ouais. Je faisais 76 kilos, j'étais descendue à 65 kilos à la fin de ce programme. Donc j'étais à peu près à la fin du programme au même poids que ma taille, donc c'était plutôt pas mal. J'y suis restée à peu près un an et demi. Et puis là, j'ai recommencé à grossir, à grossir, à grossir. Et puis à faire l'effet yo-yo. Donc c'est là que les vrais problèmes ont commencé, on va dire, hein, parce que j'ai tout essayé, toutes sortes de régimes. Du camp, enfin du camp c'était plutôt dans les derniers, mais je suis allée voir une naturopathe, je suis allée voir tout ce qui peut exister, je crois que j'ai testé, hein, Weight Watchers, j'en passe et des meilleurs. Donc du coup là j'ai vraiment fait le yo-yo, mon maximum auquel je suis arrivée c'était 86. Et puis tout ça en parallèle d'une histoire d'amour un petit peu compliquée, on va dire. Et à la fin de cette histoire d'amour, je me suis dit, il faut te reprendre en main. Là, tu fais un régime vraiment draconien, t'as pas le choix. Faut maigrir, quoi, c'est plus possible. Donc là, j'ai refait un régime à fond vraiment, où j'ai réussi à descendre jusqu'à 72. Et puis, j'y suis restée un petit moment, et puis là, je suis remontée. Remontée, reperdu 3, repris 6, reperdu 3, repris 6, enfin voilà. Jusqu'au moment fatidique où les 3 chiffres n'étaient vraiment plus très loin. Et là, je me suis dit, Ameline, il faut faire quelque chose. Donc, c'était pour le nouvel an 2013. Je me suis dit, cette année,
il faut faire quelque chose. Surtout que depuis à peu près 6 mois, j'avais des problèmes de santé assez importants liés à mon poids. Donc à 22 ans, dire qu'on a de la goutte, c'est plutôt associé aux gens alcooliques et âgés, on va dire, hein. Quand on dit ça à ses collègues de travail, comment vous dire qu'ils se foutent un petit peu de votre gueule. Donc voilà, là je me suis dit non, c'est plus possible, faut vraiment que tu réagisses, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, quoi, c'est plus possible. Donc je suis allée voir mon médecin traitant, je lui ai dit qu'est-ce qui est possible, les régimes ça fonctionne plus, je commence à mettre ma santé en danger. Moi, psychologiquement, ça allait vraiment pas, je me supportais plus du tout. Savoir que j'approchais les 100 kilos, enfin, ça m'était totalement insupportable. Donc du coup, il m'a dit, bah, envisager l'opération, ça pourrait être une bonne chose. Donc moi, bien sûr, je m'étais un petit peu renseignée avant sur Internet. Et du coup, il m'a orientée vers un très bon chirurgien à Lyon, qui est le docteur Ben Chetrit. Donc c'est un chirurgien qui forme des chirurgiens dans toute l'Europe par rapport aux opérations de la chirurgie bariatrique, pardon, donc la chirurgie de l'obésité. Donc c'est vraiment un très bon chirurgien. Donc du coup, eh ben, j'ai pris rendez-vous. J'avais mon premier rendez-vous le 20 janvier, que je dise pas de bêtises, le 20 février, pardon. Donc le 20 février, donc j'avais eu mon rendez-vous chez le médecin traitant, je crois vers fin janvier. Donc voilà, j'avais un petit mois à attendre. Donc quand j'ai téléphoné, ils m'ont demandé forcément ma taille, mon poids, pour voir si je rentrais dans les critères, si ça servait à quelque chose que je me déplace ou pas du tout. Et donc du coup j'avais une prise de sang à faire, un bilan sanguin à faire avant mon premier rendez-vous. Et, euh, et de là, mon premier rendez-vous, je suis arrivée avec mon bilan sanguin qui était vraiment pas super du tout. Donc heureusement pour moi, j'avais pas de cholestérol, mais du coup j'avais de l'acide urique vraiment très élevé, donc ce qui correspond à la goutte, malgré le fait que j'étais sous traitement pendant un assez long moment juste avant. Et puis j'avais de la triglycéride, donc c'est ce qu'on a apparemment avant le diabète. Donc voilà, c'était vraiment pas ça. Et, euh, et donc du coup, il a regardé mon bilan, il m'a dit bon bah par rapport à votre poids, donc à ce moment-là j'étais entre 98 et 99 je crois. Par rapport à votre poids, et ben vous pouvez faire l'opération, enfin l'opération est envisageable. Donc maintenant on va faire tous les rendez-vous préliminaires et puis on se reverra à un second rendez-vous et si euh, tous les spécialistes avant sont d'accord, dans ce cas-là, on engagera la suite pour aller vers l'opération. Donc je suis sortie de ce rendez-vous, j'avais un milliard de questions dans ma tête, mais j'en ai posé qu'une ou deux parce que le rendez-vous il a duré 5 minutes chrono. Mais j'étais soulagée, j'y suis allée la peur au ventre, la peur qu'on me refuse cette aide, un petit peu de la dernière chance parce que ma santé là elle était vraiment trop en danger. Donc enfin si je continuais comme ça, c'était pas possible. Donc du coup je suis sortie, j'ai pris tout de suite rendez-vous avec les spécialistes suivants. Donc en premier, j'ai dû voir une coach de vie. Donc c'est une dame qui est passée par l'opération aussi, qui a vécu une forte perte de poids, qui sait ce que c'est et qui juge un peu notre motivation, qui nous donne des conseils par rapport à l'opération, etc. Donc elle n'a pas un avis qui sera juge entre guillemets pour l'opération, mais elle donne quand même son avis à l'équipe médicale et ils en tiennent vraiment compte. Donc voilà, premier rendez-vous s'est très bien passé. Ensuite, j'ai vu la diététicienne, donc avec elle j'ai revu tout mon parcours
par rapport au régime que j'avais pu faire, parce que bien sûr si on n'a jamais fait de régime de sa vie, il faut d'abord essayer les régimes avant de pouvoir passer par l'opération, parce que il y a des gens chez qui les régimes ça réussit très bien et qui n'ont pas l'effet yo-yo, etc. Donc voilà, il vérifie qu'on a vraiment essayé avant d'en arriver là, que c'est un peu une dernière chance, que c'est pas le claquement de doigts, le caprice, entre guillemets. Donc voilà. Donc elle m'a dit qu'elle était favorable, donc j'étais plutôt contente. Ensuite, je suis allée voir l'endocrinologue, donc avec les analyses de sang. Donc lui, il regarde surtout si c'est pas des problèmes hormonaux qui pourraient être réglés par un traitement et du coup éviter l'opération aussi. Donc, euh, donc bah, moi ce n'était pas le cas, donc du coup il m'a redemandé aussi tout mon parcours de régime, etc., ce que j'avais pu entreprendre. Le fait que je faisais beaucoup de sport aussi à côté et que je maigrissais pas forcément. Donc du coup, il m'a donné un avis favorable. Et puis en dernier, je suis allée voir le psychiatre. Donc lui, c'était totalement flippant. Je suis restée peut-être 10 minutes avec lui. Je lui ai parlé peut-être que 5 minutes parce qu'entre-temps, il a eu un coup de téléphone. J'ai vraiment eu l'impression de rien dire et quand je suis sortie, enfin juste avant que je sorte, il m'a sorti des trucs sur ma vie. Je suis restée scotchée. Il m'avait cerné en 2 secondes. Donc quoi qu'on dise, même si on veut leur cacher quelque chose, je crois que c'est vraiment pas possible en fait, parce que bon, j'avoue c'est quand même leur métier, mais il m'a cerné, enfin il m'a sorti des choses sur ma personnalité, c'était vraiment flippant. Donc voilà, donc lui aussi a donné un avis favorable. Donc toute l'équipe médicale s'est réunie. Ils ont donné un avis favorable à ma candidature entre guillemets. Donc du coup, j'ai pu avoir un second rendez-vous chez le chirurgien. Donc ce rendez-vous, c'était le 17 avril. Donc il y a quand même eu 2 mois de rendez-vous entre, parce que bah, bien sûr, chaque spécialiste est quand même pas mal occupé. Et puis le chirurgien, c'est pareil, il a des jours de consultation, des jours d'opération. Donc c'est pas facile de pouvoir le voir. Donc du coup, à ce deuxième rendez-vous, il m'a dit bon bah tout le monde est d'accord, donc bah je vous propose l'anneau. Et pour moi, l'anneau, il en était hors de question. Enfin, j'avais regardé plusieurs avis sur internet et j'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui vomissaient, qui n'arrivaient pas à manger ce qu'ils voulaient. Puis j'avais vu beaucoup de problèmes à la suite, des gens qui regrossissaient, des gens qui avaient l'anneau qui se déplaçait et pour qui ça engendrait d'énormes problèmes, perforation de l'estomac, l'estomac qui se retourne, enfin des choses, j'avais vraiment vu des choses, plus d'échecs en tout cas que de réussite. Et puis étant allergique au latex, j'avais lu à certains endroits que l'anneau c'était pas forcément recommandé. Donc, puis avoir un boîtier en moi, quelque chose d'extérieur, de le mettre dans moi, je trouvais ça un peu malsain, je sais pas comment expliquer. Donc du coup, je lui ai dit que je m'étais bien renseignée et que j'aurais préféré la sleeve parce que le bypass étant vraiment une opération plus lourde, je me suis dit que la sleeve c'était un bon compromis, surtout que voilà, j'avais un IMC qui était dans la limite basse pour l'autorisation pour l'opération. Donc voilà, pour faire une opération comme celle-ci, il faut avoir normalement un IMC de 40. Personnellement, quand j'ai entamé les démarches, j'étais vers les 35,5. Et en fait, entre 35 et 40, on a le droit à l'opération si on a des problèmes de santé liés à l'obésité, donc des comorbidités, ça s'appelle. Donc moi, j'en avais. Donc du coup, c'est pour ça en fait qu'il m'a proposé l'anneau, parce que pour lui, j'étais pas à 40, donc il fallait pas non plus faire une énorme opération. Mais du coup, j'ai réussi à le convaincre que moi, je préférais la sleeve. Donc il a dit oui. Il a dit oui. Donc qu'est-ce que c'est la sleeve? C'est couper les 2 tiers de l'estomac. Donc après, on n'a plus qu'un tube.
Donc voilà, donc je vous expliquerai après ce que ça engendre au niveau alimentation. Donc voilà, donc je suis sortie de ce rendez-vous, j'étais plutôt contente, mais en fait le parcours n'était toujours pas fini. Donc à ce rendez-vous, on a fixé la date d'opération, donc le 10 juin. Et il m'a donné l'entente préalable à envoyer à la sécurité sociale. Donc ça, je l'ai envoyé en recommandé le lendemain. Et si sous 15 jours, la sécurité sociale n'a pas répondu, ça veut dire que l'opération est prise en charge. Donc voilà, moi je l'ai envoyé, j'ai attendu, pas de réponse au bout de 15 jours. Donc j'étais vraiment très contente. Ensuite, j'ai dû faire, parce que ça ne s'arrête pas là, j'ai dû prendre un rendez-vous chez le pneumologue. Donc lui m'a découvert un asthme allergique. Donc j'avais pas mal de mal à respirer et puis je toussais beaucoup. Et en fait, c'était pas une toux chronique ou du fait que j'étais malade, c'était de l'asthme. J'avais jamais entendu ça, mais du coup, voilà, ça existe. Donc, voilà, il a vu que j'avais des poumons d'ancienne sportive, on va dire, que j'avais un bon souffle, etc., que je faisais pas, que j'avais pas besoin de faire le test d'apnée du sommeil parce que j'en faisais pas. Donc voilà, le pneumologue m'a donné son accord pour l'opération. Ensuite, je suis allée voir. J'ai fait une échographie abdominale, donc là c'est pour voir la taille du foie, s'il n'y a pas d'hernie, de choses comme ça. Donc là tout allait bien aussi. Ensuite j'ai fait la nasofibroscopie. Donc je vous préviens, vous avez le droit de demander à être sous anesthésie. Je vous le conseille fortement. Moi j'étais réveillée et j'ai trouvé ça atroce. Donc en fait on passe une sonde dans le nez. Quand ça arrive au niveau de la gorge, on vous demande d'avaler comme si vous avaliez votre salive, sauf que vous avez qu'une envie, c'est de vomir, hein, qu'on se voit clair, c'est juste atroce. Et ensuite, il descend dans votre estomac, il regarde, voilà, s'il fait un prélèvement pour voir si, pour après pouvoir tester s'il n'y a pas une bactérie dans l'estomac qui pourrait déclarer une infection lors de l'opération. Et le médecin qui m'a fait ça, il me disait «Ah, regardez l'intérieur de votre estomac!» J'avais qu'une envie, c'était de vomir, c'était juste atroce. Et lui, il pensait que j'allais pouvoir regarder ce qu'il y avait dans mon estomac. Ah mais c'était juste horrible. Je suis sortie de là, j'étais mais super mal. Et là, la secrétaire qui me regarde, qui me dit «Bah, fallait demander à être anesthésiée!» Ah oui, bah si j'avais su, oui, j'aurais été, mais personne m'a rien dit, donc je pouvais pas savoir. Donc voilà, si vous faites une fibroscopie, faites-le sous anesthésie. C'est un conseil que je vous donne. Donc voilà, donc ensuite rendez-vous chez le cardiologue qui m'a fait un électrocardiogramme. Donc là, tout allait bien aussi. Ensuite, rendez-vous chez l'anesthésiste, donc pour voir si on ne prend pas des traitements, des choses comme ça. Pour vous dire aussi les montants des honoraires, des dépassements d'honoraires qui vont appliquer sur votre opération. Hein, parce que l'opération était prise en charge par les sécurités sociales, mais les dépassements d'honoraires sont des fois un petit peu pris par notre mutuelle, mais des fois non. Et moi là, en l'occurrence, c'était pas le cas. Enfin, une partie a été prise en charge, mais pas entièrement. Donc voilà. Ensuite, j'ai refait une prise de sang pour l'anesthésiste. Cette fois-ci, c'est lui qui l'a demandé. Et ensuite, avant l'opération, j'ai eu le droit à une semaine de régime yaourt. Qu'est-ce que le régime yaourt? Pendant une semaine, vous n'avez le droit que de manger des yaourts 0%, des fromages blancs 0%. Vous avez le droit qu'ils soient aromatisés, donc à la fraise, à la vanille, mais toujours 0%. Premier jour, on en mange à peu près 2-3 par repas. Le dernier jour, on en mange même pas un par repas. Moi, personnellement, je faisais des malaises. J'étais vraiment super mal. Parce que j'étais écœurée au possible. C'était atroce. J'avais perdu 5,5 kg en une semaine.
Donc j'étais plutôt contente, mais les yaourts, j'en pouvais plus quoi, c'était horrible. Donc le régime yaourt, à quoi ça sert? Ça sert en fait à faire dégorger, non pas dégorger, à faire rétrécir en les purgeant un peu, ouais, les organes, donc le foie, l'estomac, etc. Pour que le chirurgien ait plus de place pour passer les instruments entre les organes sans les endommager chacun, chacun à leur niveau. Donc voilà. Donc là, on arrive à mon opération. Donc comment l'opération s'est déroulée? Donc je suis arrivée la veille, en milieu d'après-midi, vers 15 h à l'hôpital. Donc du coup, là le soir, on m'apporte un plateau repas avec du jambon, de la soupe. J'ai regardé le plateau, je me suis dit mon Dieu, ça fait une semaine que j'ai pas vu ça et aujourd'hui, juste avant l'opération, j'ai le droit de manger ça, c'est vraiment bizarre. Et en fait, j'étais pas dans le service habituel parce qu'il était fermé. Du coup, en fait, l'infirmière, elle s'était trompée, elle savait pas ce qu'il fallait me donner, donc elle m'avait donné un plateau au hasard. Du coup, elle est venue tout me reprendre en me disant non, non, vous mangez juste votre yaourt nature. Et je me suis retrouvée toute seule avec mon pauvre yaourt à manger, donc j'étais un peu désespérée. Du coup, voilà, c'était parti. J'étais dans l'opération, je pouvais plus reculer. Donc le lendemain matin, eh ben, on est venu à 7 ou 8 heures pour me donner mes médicaments. J'étais censée partir au bloc à, à 10 heures et puis en fait, je suis partie qu'à 11h30, je crois. Sauf que moi, j'étais totalement dans les vapes, que personne n'a prévenu ma mère qui est arrivée à minuit, à midi, pardon, qui est arrivée à midi en se demandant bah, pourquoi j'étais pas remontée, qu'est-ce qui pouvait bien se passer. Donc elle commence à demander une infirmière qui l'envoie gentiment sur les roses, à une deuxième infirmière une demi-heure plus tard qui l'envoie gentiment sur les roses, jusqu'au moment où elle a vraiment commencé à s'inquiéter et qu'elle avait toujours pas de nouvelles. Donc il y a ma tante qui l'a appelée, elle lui a dit la situation. Ma tante, elle était totalement excédée, du coup, elle a appelé l'hôpital en disant que c'était pas normal qu'on n'ait pas de nouvelles et tout. 10 minutes après, ma mère avait une infirmière qui arrivait aux petits soins, genre pour lui dire ah, mais en fait, elle est en salle de réveil, l'opération s'est bien passée, euh, juste elle a été prise un peu plus tard, voilà. Donc c'était pas difficile de le dire, quoi, au lieu de laisser ma mère s'inquiéter. Donc, premier mauvais point pour l'hôpital. Ensuite, je remonte de la salle de bloc. Et là, je souffrais atrocement parce qu'ils n'ont pas voulu me donner de calmant tout de suite. Euh, Ma mère, elle m'a dit, parce que moi je me réveillais, je me rendormais, je me rappelle pas forcément, mais qu'ils ont mis plus de 2 heures à me mettre sous morphine, que apparemment je souffrais vraiment, enfin, j'étais vraiment super mal. Donc au moment où ils m'ont mis sous morphine, ça allait. Là, quand je suis remontée de l'opération, j'étais dans un service en fait où c'est pas la réanimation, mais en fait il y a comment ça s'appelle, des infirmières qui sont plus présentes, qui ont moins de patients pour vraiment nous surveiller de très près, nous prendre la température, etc. plus souvent. On a le machin qui prend la tension là, qui se gonfle et qui se dégonfle au pied là toutes les 2 secondes, c'est insupportable, on peut pas dormir. Donc voilà, donc j'étais toute la journée dans les vapes, franchement je me rappelle pas de tout. Et puis le lendemain matin, non le soir, j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes, enfin dans la nuit, parce que j'y arrivais pas. Qui voulait que je fasse dans le bassin sur lit, mais pour moi c'était juste pas possible. Donc j'ai réussi à me lever, sauf que pour me lever il a fallu débrancher tout ce qui était pompe de morphine, etc. Et puis quand je me suis recouchée, qu'ils m'ont tout rebranché, j'ai essayé d'appuyer, ça venait plus. Donc au prochain passage de l'infirmière, je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? J'ai mal, ça marche plus, pourquoi?